Bien, mesdames, messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à la Saline. Je suis très heureux de vous accueillir avec Anne-Marie Depeigne, maire adjointe à la vie sociale et qui s'occupe de cette opération avec le CCAS. Pauline Lenélé, c'est bien ça? Non, mais c'est parce qu'on prononce ou pas le S, qui est cabourgeaise et qui est à l'initiative de cette belle réunion avec notre parrain, si j'ose dire, Gérard Cornet, qui est là, qui est cabourgeais également et qui interviendra dans l'après-midi. C'est une première à Cabourg, ce colloque scientifique, cette réunion sur un sujet qui nous tient à cœur parce que beaucoup de cabourgeais sont concernés par le sujet et c'est surtout un sujet de société de plus en plus prégnant dans notre environnement. Comment gérer le vieillissement, comment l'organiser à domicile, comment faire en sorte de trouver des solutions et de proposer des idées neuves pour sortir des habituels ou des obligations jusque-là d'envoyer nos aînés, nos seniors vers des établissements qui certes ont répondu à un certain nombre de besoins mais qui nécessitent d'être réinventés. Je ne vais pas évoquer les dernières, si j'ose dire, polémiques sur le sujet, mais l'idée, c'est pas d'être sur ces sujets polémiques, mais au contraire de tracer des perspectives, de dessiner des projets, de saluer des initiatives existantes. Et vraiment, merci beaucoup, Pauline, pour cette merveilleuse idée d'avoir créé ce qui peut-être deviendra à terme. On est sur cette première édition, on est déjà très heureux et très flatté de voir que vous êtes très nombreux à participer. Puis ça va de plus de 100 ans à je ne sais pas qui est le Benjamin de la salle, mais ça prouve que voilà, ça peut toucher toutes les personnes et intéresser toutes les personnes. Merci Anne-Marie, merci à tous les services de la ville de Cabourg, merci aux intervenants d'être présents, à France Bleu qui nous soutient également. Et puis je vais vous laisser la parole, Pauline, pour peut-être présenter nos invités et puis voilà, puis vous dire un petit mot parce que vous êtes quand même à l'initiative de cette belle événement. Merci à vous déjà de nous autoriser à faire cette journée. Je ne m'attendais pas à prendre la parole sur ce premier temps, donc je vais être très brève et remercier tous les membres du comité scientifique qui ont travaillé avec moi depuis plusieurs années, puisqu'on a dû repousser cet événement à cause des confinements. Donc on attendait une date et puis d'année en année, il y avait un nouveau confinement, donc on repoussait. Et vous êtes restés engagés et motivés pour la journée, donc ça, merci beaucoup pour votre patience. Merci à toute l'équipe de la mairie pour la communication, pour l'aide, pour la construction de la journée. Et puis merci à tous ceux qui viennent, qui veulent contribuer, qui sont donc tous ceux qui ont pris le temps de s'inscrire sur un formulaire qui parfois n'était pas forcément évident, on en est conscient, mais on y est arrivé et vous êtes là, donc aujourd'hui participez et n'hésitez pas à donner votre avis sur tout ce qui va être dit, c'est le but de la journée, qu'on échange tous ensemble. Merci Pauline. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. Merci. Bien. Donc je vais faire un peu le monsieur loyal de cette première table ronde sur l'évolution du parcours résidentiel. Je vais vous présenter les intervenants et préciser très rapidement le contexte et les objectifs de cette table ronde. Donc Madame Depeigne, qui est maire adjointe à Cabourg, en charge des affaires sociales et des personnes âgées. Vous allez nous préciser les choses. Franck Lehédé, qui est chercheur au CREDOC, qui est le Centre national d'évaluation et d'observation de nos conditions de vie, et Madame Egloff, qui est présidente du Gérontopole. J'ai demandé à chacun de ces intervenants de présenter leur structure, parce que je pense que c'est aussi l'occasion de connaître ces organismes qui travaillent sur la question qui nous réunit aujourd'hui. Et donc la première table ronde, et je vais m'arrêter là, va traiter donc de l'évolution du parcours résidentiel. C'est absolument crucial. D'abord, pour bien comprendre que le fait d'avoir un toit, c'est bien autre chose que d'habiter, c'est beaucoup plus restreint. L'habiter, le logement, c'est aussi le contexte, c'est l'évolution des besoins, l'évolution de notre société vis-à-vis des personnes dont on va parler. Et je pense que c'est quelque chose que Franck Lehédé et Madame Egloff vont bien détailler. Et également pour qu'on puisse dégager des pistes sur
une question qui va considérablement augmenter dans les années à venir, puisque le nombre de personnes de plus de 85 ans ou même de plus de 70 ans va considérablement augmenter dans les 20 ans à venir, même plus rapidement. Et donc la question va se poser de façon très aiguë. L'intérêt aussi d'avoir des élus à cette table, c'est que l'évolution du parcours résidentiel, c'est pour beaucoup les élus locaux qui sont à la manœuvre via les bailleurs sociaux, via les politiques qu'ils peuvent instituer. Et c'est pourquoi je vais commencer par donner la parole à Madame De Peigne pour préciser quelle est l'approche de la ville de Cabourg ou de l'agglomération sur cette question-là. Parce que là aussi, il y a une dimension géographique. Les besoins du centre-ville de Caen ne sont pas ceux de Cabourg, ne sont pas ceux du monde rural. Et il est absolument indispensable de ne pas déconnecter cette réflexion des responsables locaux de l'organisation de notre vie en société. Voilà. Donc je vous donne la parole. Nous avons 3 quarts d'heure. Je propose que nous gardions nos questions à la fin de cette séquence pour pouvoir respecter l'horaire. Voilà, Madame De Peigne, c'est à vous. Merci beaucoup. Bien, bonjour et je vous remercie vraiment tous d'être là et surtout tous les intervenants. Voilà. Alors donc moi je suis adjointe aux seniors sur la ville de Cabourg. Depuis quelques années, nous avons un livret qui accompagne les seniors. C'est Bien vivre ensemble à Cabourg, où on trouve plein d'activités, des sorties, des activités manuelles. Enfin, on accompagne. Ensuite, on accompagne aussi depuis quelques temps avec un café-thé parlotte en petit comité. C'est la parlotte. On parle de tout et de rien. Il y a des fois un petit exposé. Et puis ensuite, nous avons aussi un dimanche à vos côtés où on accompagne encore les gens une fois par mois, une fois par trimestre, par des sorties, par exemple dimanche dernier, un thé dansant. Voilà, c'est tout simple. Mais on cherche surtout à garder ce lien social et à le récupérer il a été perdu pendant la période du Covid et on essaie de récupérer tout ce petit monde-là. Alors pour ce qui est de l'habitat, c'est pas trop mon sujet, moi, hein, Monsieur le maire. On a on a sur Cabourg une résidence, je peux citer, de Métis, qui est une résidence senior service. Bon, c'est un petit peu... les gens sont un peu comme chez eux, on va dire. Voilà. Ils sont pris en charge, hein. Bon, on a une autre résidence où là on accueille plus des gens aussi qui sont bien pris en charge parce qu'ils sont plus diminués ou donc les Héliades. Et sinon en construction, nous les personnes, je sais, sont aidées par le département pour améliorer leurs habitats, hein. Voilà ce que je peux vous dire. C'est bon ? Bien, merci. Je pense qu'évidemment, vous restez là pour intervenir après les interventions lorsque ce sera justifié. Je vais donner tout de suite la parole à Franck Levédé et lui demander de nous dire un mot sur le Crédoc. Où est-ce qu'on peut trouver aussi vos publications? Parce que je pense que le public étant très varié, tout le monde ne connaît peut-être pas le Crédoc, ça paraît utile. Et ensuite, développer votre propos. Merci beaucoup. Moi, je suis ravi d'être là. Merci pour votre invitation. Donc, le CREDOC, c'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. C'est une association loi 1901 sous tutelle du ministère de l'économie via la DGCCRF. Rassurez-vous, je suis venu tout seul aujourd'hui, donc je ne suis pas accompagné d'inspecteurs de la DGCCRF. On est une trentaine de personnes à travailler sur les modes de vie et les modes de consommation des Français. Et donc, depuis les années 90, avec le mouvement démographique de vieillissement de la population française, les modes de vie et les modes de consommation, ils concernent à la fois les plus jeunes, et c'est important de travailler sur toutes les tranches d'âge, mais aussi les plus âgés. Et c'est dans ce domaine-là, dans ce contexte-là, que on s'est intéressé aux évolutions qui pouvaient être des évolutions liées à l'âge. On a tout au long de la vie des modes de consommation, des modes de vie qui vont changer en fonction de l'âge, mais aussi en fonction de la génération. C'est-à-dire qu'au même âge, nos parents n'avaient pas les mêmes comportements que nous on a et nos enfants n'auront pas les mêmes. Donc il y a des éléments qui sont liés à la génération. C'est ce type d'éléments qu'on mesure à travers des enquêtes qui peuvent être qualitatives ou quantitatives. Alors j'ai prévu quelques slides de présentation pour mon intervention. Donc
nous, là, sur les questions donc, de l'habitat et des seniors, on peut passer directement au suivant. En fait, on a très régulièrement l'habitude de travailler dessus, mais il s'avère qu'on finit des travaux là, donc un travail dit de recherche, donc, qui est publié sur notre site. Tous les travaux du CREDOC qui sont publics sont sur notre site, donc vous pouvez aller les télécharger, les consulter. Et on a en même temps, en parallèle, un travail qu'on fait pour la CNAV. Ah, super, merci. Sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse, sur la même question. Et donc, c'est en croisant ces travaux menés à la fois dans le cadre de cette recherche et dans le cadre donc de cette étude pour la CNAV que je vais vous présenter un certain nombre de choses pour poser peut-être le débat. Premier élément, puisque je suis le premier à parler, il faut peut-être qu'on parle de démographie très vite. On va avoir un vieillissement de la population française qui va s'accentuer dans les âges plus avancés. On a eu des générations de baby-boomers nés après la guerre, jusqu'à la fin des années 60, au début des années 70, selon les définitions qu'on prend du baby-boom. En tout cas, ça veut dire que ceux qui sont nés juste après la guerre arrivent à 80-85 ans. Et donc là, on a un mouvement qui se fait de croissance des populations après 75 ans, qui est très fort. Avant, c'était les 50-60, puis les 60-70. Aujourd'hui, c'est les 70-80. Et demain, mais en 2020, en 2030, ce sera les 80 et plus qui vont croître. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a 4 millions de personnes qui ont entre 75 et 84 ans. En 2030, on sera à 6 millions. Donc, on va prendre 2 millions d'individus ayant entre 75 et 84 ans. Et donc en 2040, pour s'arrêter là, on sera à 6 500 000 à peu près, selon les dernières projections du scénario central de l'INSEE. Et si on va jusqu'en 2050, on sera presque à 7 millions. Et si je prends les 85 et plus, jusqu'en 2030, il ne se passe pas grand-chose. On est à 2 500 000 individus. Mais par contre, après, par cet effet justement de vieillissement des premières générations du baby-boom, on va passer en 2040 à 3 millions 8, 4 millions d'individus. Et on dépassera 4 millions 4, 4 millions 5 en 2050. Donc les effets démographiques, c'est sans doute ce qui est le plus facile à projeter dans des études, dans des enquêtes, et pour des politiques publiques, ces éléments-là sont simples à voir venir. Donc il y a un vieillissement qui va se faire après 75 ans, dans les 10, 20, 30 ans à venir, et qui va nécessiter de se poser la question du logement. Alors, cette question du logement, il faut la centrer sur le type de logement qu'ont aujourd'hui les retraités. Donc les plus de 65 ans, plus de 70% sont en maison individuelle. Donc la question qui se pose pour ces générations les plus âgées, c'est vraiment la question de l'adaptation, si on doit adapter, d'une maison individuelle moins d'un appartement. Pour les jeunes générations de seniors, ce sera différent puisque la part de personnes en appartement augmentera. La deuxième chose, c'est qu'on a une forte proportion, près des 3/4, qui est propriétaire de son logement. Donc ça veut dire que la question de l'adaptation du logement, c'est pas le propriétaire bailleur qui va se la poser, ou le propriétaire privé qui va se la poser, c'est bien l'individu lui-même qui va devoir d'une manière ou d'une autre, avec ou sans aide des pouvoirs publics, adapter son logement ou choisir de déménager. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième élément qu'on peut mettre en avant, c'est que cette notion de vieillir, elle se pose avec une question assez logique du bien vieillir. Alors qu'est-ce que pour les Français aujourd'hui signifie bien vieillir? Pour les retraités, on va être sur être en bonne santé en premier. Ça semble en effet, c'est la première chose qu'on se dit en début d'année, je te souhaite une bonne année et une bonne santé. Ça reste un élément essentiel et encore plus essentiel en vieillissant, puisque c'est là que les questions de santé, les questions de lien avec le médecin vont être les plus forts et vont s'accroître.
Autre élément, c'est se maintenir en bonne forme physique, donc il y a un lien entre les deux. Si on marche, si on fait un peu de sport, si on a une hygiène de vie, on aura sans doute une santé, c'est comme ça que les Français le voient, qui sera meilleure. Et puis la troisième dimension, partagée par 30% de nos individus, c'est rester à domicile le plus longtemps possible. Donc l'ancrage du vieillissement dans le logement se constitue aujourd'hui d'abord dans un logement qu'on imagine être le sien, celui dans lequel on a vécu ou celui dans lequel en tout cas on pourrait vivre, mais de manière totalement indépendante et pas en collectivité avec des espaces qui seraient partagés par exemple. Alors, face à cette importance du logement, on a différentes catégories de population qui se positionnent. Le premier élément à avoir en tête, c'est que lorsqu'on dit aux gens, bon, si vous aviez un problème cognitif ou physique en vieillissant, si la situation se dégradait, qu'est-ce que vous auriez envie de faire d'abord? Déménager ou adapter le domicile? Puisqu'on a vu que le domicile était l'élément principal attendu, ils vont dire adapter le domicile. Donc 73% estiment que ce qu'ils feraient s'il y avait dégradation physique ou cognitive, c'est adapter leur domicile pour y rester dans des conditions de sécurité. La question de la sécurité de leur mode de vie est importante. Ceci dit, la plupart du temps, les Français estiment que leur logement est adapté. Voilà. Il n'y a pas de prise de conscience importante que ce logement ne l'est pas. Je ne porte pas de jugement de réalité par rapport à la chose, mais en tout cas, il n'y a que 16% des Français qui estiment que dans les retraités, leur état de santé nécessiterait d'adapter leur logement, qui aujourd'hui est inadapté à l'état de santé qu'est le leur. Et donc, du coup, c'est 77%, c'est trois quarts de Français qui pensent rester, de retraités qui pensent rester dans leur logement. Ce sont des gens qui se disent, pour la plupart, mon logement est totalement adapté à cette situation. Ceci amène 4 catégories de Français. La première, c'est celle qui a fait des travaux déjà. Donc on a aujourd'hui, parmi les retraités, 18% des retraités qui ont réalisé des travaux d'adaptation du vieillissement, avec en fait, vous voyez, 2 motivations principales. Le problème de santé qui est déjà arrivé et qui fait que il a fallu adapter le logement, et c'est souvent un des éléments essentiels, c'est qu'il y a moins de prévention que de réponse à un problème existant. Donc on a le problème de santé. Et puis quand même, en deuxième, le fait de se dire, on l'a souvent en tête quand on parle d'adaptation du logement, j'avais une baignoire parce que j'avais des enfants, c'était super pratique quand ils étaient petits, c'était bien agréable quelquefois de prendre un bain comme ça, mais à l'arrivée là en vieillissant, je risque de glisser, je vais changer ma baignoire. J'ai des escaliers, il faut que je trouve une solution, et donc je pense, en étant très âgé, aux monte-escaliers, mais les ergonothérapeutes vous diraient, ou les ergonomes vous diraient qu'il y a énormément d'autres choses à faire dans le logement. Et en fait, on cristallise souvent les travaux sur un moment où les problèmes de santé sont arrivés et sur 2-3 éléments principaux qui sont importants, mais qui peuvent ne pas être essentiels par rapport à la question de l'adaptation du logement. Donc, 18% ayant fait des travaux. Il y en a ensuite, alors je mis ces deux-là, 14% qui n'ont pas réalisé de travaux pour l'instant, mais qui estiment que leur logement en aurait besoin. Donc, ils sont conscients déjà, ils ont cet avantage-là sur d'autres, que le logement n'est pas adapté et qu'il est nécessaire de faire des travaux. Et puis, il y en a 24% qui prévoient de le faire. Mais vous savez, quand on interroge les gens et qu'on commence à nous dire « oui, je le ferai ». Je le ferai ou je le ferai pas, je le ferai mais à quel horizon, est-ce que ce sera pas trop tard? Et en fait, les motivations qu'il y a derrière le fait de ne pas avoir encore fait ces travaux, c'est j'ai le temps,
c'est pas un besoin immédiat pour moi. Et la deuxième raison, qui là pose une question d'adaptation, d'accompagnement des populations retraitées, c'est le coût est trop élevé. Et avec l'augmentation qu'on a connue des matières premières ces dernières années, même si là elles ont tendance, les prix ont tendance à diminuer, ça a encore augmenté ce frein. Vous voyez qu'il y a deux freins, deux déclics à faire passer. Le premier, c'est si peut-être que c'est maintenant qu'il faut que vous fassiez ces travaux parce que ce sera plus compliqué de les faire dans l'urgence plus tard. Premier élément, prenez conscience que ça peut être un besoin pour plus tard, mais c'est maintenant qu'il faut répondre à ce besoin. Et le deuxième élément, c'est trouver une solution pour que les plus modestes, ceux qui sont propriétaires de leur logement mais qui n'ont pas les moyens de faire ces travaux, puissent trouver une solution pour qu'ils puissent faire ces travaux. Et là, à la fois en communication et puis en financement, c'est du domaine du pouvoir public notamment de travailler sur ces questions-là. Et puis, il y a une dernière catégorie qui fait près de la moitié de la population des retraités, qui dit non, mais moi, j'ai pas réalisé de travaux et je pense pas qu'il est nécessaire d'en faire dans mon logement. Là, quand on leur dit mais qu'est-ce qui vous amènerait à imaginer faire des travaux dans votre logement, c'est un problème de santé. Donc on est vraiment sur cette notion de dire tant qu'il n'y a pas de problème de santé, je vois pas pourquoi j'en ferais. On n'est pas du tout dans une logique de prévention. Et de l'autre côté, c'est de toute façon le coût est trop important par rapport aux besoins que représente cette adaptation du logement. Voilà. Donc on voit bien que les gens veulent rester chez eux très majoritairement, qu'il y a assez peu d'individus qui envisagent de faire des travaux qu'on a réalisés, et que du coup, il y a besoin de convaincre qu'il faut se poser la question, en tout cas. Voilà, et pas dire non, mais j'ai pas besoin pour l'instant, c'est pas la peine d'en penser, et il faut accompagner sur cette question des coûts. Deuxième question que je voulais aborder avec vous, c'est si le logement n'était pas adapté ou ne pouvait pas être adapté, est-ce qu'il y a une proportion de retraités qui envisagent d'emménager dans un autre logement? Donc on voit que assez peu, 17% des retraités envisagent d'emménager dans un logement adapté au vieillissement, donc changer de logement. Et cet habitat, alors c'est pas un EHPAD, parce que là on a bien la conscience que l'EHPAD c'est plutôt pour la fin de vie aujourd'hui, c'est plus un habitat qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire. Alors Valérie Egloff reviendra sur ce qu'est un habitat intermédiaire. Nous, ce qui nous a surpris dans les enquêtes qu'on fait là par rapport à celles qu'on faisait il y a quelques temps, c'est que la connaissance des Français, là je suis pas uniquement sur les retraités, de ce que sont ces habitats intermédiaires, c'est largement diffusé. On a sur les résidences service senior, 63% des Français qui disent oui, je sais ce que c'est. Et quand on leur dit ce que c'est, ils disent oui, c'est bien ce que je pensais que c'était. Donc ça, c'est quand même un élément à voir, c'est que la connaissance de ces résidences service senior s'est accrue. Même chose du côté des résidences autonomie, donc les anciens logements foyers. On a là une connaissance qui est aussi forte. 69% des Français disent le connaître, 15% l'ont déjà visité. Donc il y a deux éléments qui sont aujourd'hui les plus développés sur le territoire, puisque donc les résidences autonomie, c'est à peu près 120 000 places sur le territoire, 2300 établissements. Les résidences services seniors, elles ont beaucoup cru ces dernières années. On est autour de 100 à 200 000 places en fonction du fait qu'on vive seul ou à deux dans ces logements. Elles croissent fortement. Donc c'est plus logique que ce soit celle-là qui soit connue, mais on ne s'attendait pas à ces résultats-là. Et puis il y a des formes plus nouvelles d'habitat inclusif, de colocation pour personnes âgées, par exemple, 57% des Français les connaissent, de béguinage même, qui est l'élément le moins connu, mais par 39% des Français quand même, d'habitat intergénérationnel, donc mixant des générations plus jeunes et plus âgées, 53% les connaissent. Il s'est passé quelque chose sur cette question-là qui a mis le focus sur
ces types d'habitats. Et donc, ce qui fait que ce n'est plus la connaissance qui va nécessairement poser souci, c'est plus, en fait, après, l'envie qu'on a d'aller dans ces logements et de quitter son logement privatif. Alors, qu'est-ce qui amène à être incité à passer dans ces logements-là? Eh bien, l'idée de se dire je voudrais surtout pas embêter mes proches. Hein. On est dans l'idée de se dire je me suis toujours assumé toute ma vie, il n'y a pas de raison qu'en vieillissant d'un seul coup, on change totalement la donne et je sois dépendant de mes enfants ou de mes petits-enfants. Et donc du coup, ça, cet élément-là, il est partagé par plus de la moitié des retraités. Et puis le deuxième élément, c'est de dire il y a peut-être un moment où de toute façon au quotidien, j'aurais besoin d'aide. Et cette aide, il va falloir que j'aille la chercher auprès de structures qui peuvent me la donner. Et donc, du coup, ces logements intermédiaires peuvent m'apporter ces éléments-là. Ceci dit, pour que ça puisse fonctionner, qu'est-ce qu'on attend dans ces logements intermédiaires? 3 éléments principaux. Le premier, très largement partagé par les retraités, c'est conserver son propre espace et son intimité. On est foncièrement dans une société individualiste, on est foncièrement dans une société dans laquelle on a envie d'avoir un espace à soi et cet élément-là, il est présent chez les retraités comme chez les plus jeunes. Il n'est pas question d'imaginer être dans un espace totalement collectif en vieillissant. Donc, premier élément, ceci. Deuxième élément, le fait de garder des relations avec ses amis, avec ses enfants, avec ses petits-enfants, avec ses proches. Ça, c'est un élément qui est important. On continue à avoir dans la notion de bien vieillir cette notion de vie sociale qui est très forte. Et puis l'avantage que l'on attend de ces habitats intermédiaires, c'est la proximité avec des services. C'est souvent ce qu'on apprécie aussi dans son logement, c'est d'être dans un quartier où on a facilement accès, soit à pied, soit en voiture, soit en transport en commun, à des services, des commerces, un médecin. Et là, on se dit que ça va faciliter cet élément-là, ça va l'approcher de nous, alors que nous, on aura moins de possibilités de bouger. Ceci dit, j'en terminerai par cet élément-là, ces éléments sont plutôt positifs, puisqu'on voit qu'il y a donc une connaissance de ces habitats intermédiaires, il y a une prise de conscience assez bonne de ce que ça peut apporter comme avantage, mais on a vu qu'il y avait que 19%, moins d'1 sur 5 des retraités qui estimaient pouvoir l'envisager. Et le deuxième élément, c'est que lorsqu'on demande à ces 1 sur 5 de retraités qui envisagent de déménager, comment ils voient ce parcours, ils disent « Ok, je le fais une fois, mais il est hors de question, je recommence après. » Donc ça veut dire que pour eux, la notion de quitter leur logement est pour quitter un logement qui sera le dernier dans lequel je vivrai. Voilà. Or, on sait que par expérience, pour un certain nombre d'entre eux, ça ne suffira pas. Et il faudra de nouveau déménager. Et là, il n'y a pas de prise de conscience de ce parcours en plusieurs étapes. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Franck Levédé. Je vais passer directement la parole à Madame Egloff, mais je retiens quand même 2 choses. Premièrement, c'est une question qui va devenir majeure quantitativement. Deuxièmement, on est sorti du choix binaire entre le domicile initial et l'EHPAD. Émerge cette prise de conscience donc du besoin d'une formule nouvelle. Il n'y a qu'à voir à côté, parce qu'il y a des formules qui sont déjà construites, mais qui va prendre de l'ampleur. D'accord ? Voilà. Et donc, Madame Egloff, présidente donc, du Gérontopole, va plutôt aborder, après le diagnostic et l'évolution, les réponses. Merci. Ça marche, oui. Bonjour à tous. Merci d'abord à Pauline Lenellet d'être à l'origine de cette belle journée avec un programme effectivement très intéressant. Et merci à la ville de Cabourg de nous accueillir pour cette première. Alors après l'excellent exposé de Monsieur Levédé, je vais essayer d'apporter l'éclairage normand à cette question du vieillissement. Alors effectivement, ça a été dit, hein, la France est un pays qui vieillit, mais comme l'ensemble de l'Europe d'ailleurs. Mais au sein de la France, la Normandie fait partie des régions où ce vieillissement démographique est un peu plus important. On nous situe la 2e région de France après la Corse. Pour
pour différentes raisons. D'abord parce qu'effectivement, aujourd'hui, la population normande, qui est aux alentours de 3,5 millions, est assez stagnante depuis plusieurs années. On constate un départ des jeunes pour les études, pour leur formation, et souvent ils vont rester dans la région où ils sont partis faire leurs études pour ensuite travailler. Et par contre, on constate un retour des retraités normands, mais aussi non normands, qui ont connu notre région en week-end, et Cabourg en est un exemple, mais comme Deauville, comme Étretat, comme beaucoup de ces beaux endroits qu'on a en Normandie, et qui finalement vont venir transformer la résidence secondaire en résidence principale, et puis donc s'y installer et décider d'y vieillir. Alors c'est surtout vrai en plus sur le littoral, donc sur le Calvados, là où nous sommes, sur la Manche, et en soi, c'est plutôt, moi j'estime plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il faut aussi, ça n'a pas encore été dit, mais aborder cette question du vieillissement démographique comme une opportunité aussi de développement, une opportunité économique, une opportunité d'emploi, parce qu'effectivement, on en reparlera, quand on vieillit, on va avoir un peu besoin d'aide, et donc il va falloir aussi développer ces métiers de l'aide, du soin, qui là aussi sont en pénurie aujourd'hui en France et dans d'autres pays européens aussi. Alors, la situation en Normandie est celle-ci. Le gérontopole s'est créé donc en 2017, il y a un peu plus de bientôt 6 ans. C'est quoi un gérontopole? Donc c'est une association à l'échelle donc de la région normande, où on retrouve le conseil régional, l'agence régionale de santé, les 5 départements, et l'ensemble en fait des partenaires, des acteurs économiques qui sont dans leur activité concernés par le vieillissement démographique. Donc ça fait beaucoup de monde. Aujourd'hui, Gérontopole de Normandie a 125 adhérents. On y retrouve donc, en dehors je vous dis, des collectivités, on y retrouve beaucoup de villes, d'agglomérations. On y retrouve tous les acteurs principaux du sanitaire, du médico-social, donc on y retrouve les 2 CHU normands, la Fédération hospitalière de France, des établissements publics et privés accueillant les personnes âgées dépendantes, les unités, les unions régionales professionnelles de santé, URPS, infirmières, pédicure, ergo, kiné, enfin tous ceux qui sont dans le soin. On y retrouve bien sûr les établissements de formation aux professions de santé. On y retrouve tous les acteurs économiques, donc là aussi ils sont très nombreux, beaucoup d'acteurs du bâtiment, et j'y reviendrai parce que c'est effectivement une de nos questions, les CAUE, des architectes, des établissements financiers, des établissements de retraite. Hein, vous êtes tous plus ou moins, je parle pour les retraités, affiliés donc sur la CARSAT, Malakoff, Agir Carco, G2R. Enfin, je vais essayer de ne pas en oublier. Enfin, voilà, et on retrouve aussi donc beaucoup de bailleurs sociaux, parce que là aussi, ils ont été les premiers à constater que leurs locataires vieillissaient et qu'il fallait répondre à cette évolution. Alors aujourd'hui en France, il y a 9 gérontopoles, bientôt 10, et depuis 15 jours maintenant, nous sommes fédérés au sein d'une union nationale qui nous permet en fait d'être aujourd'hui les interlocuteurs directs du ministère de la Santé et de l'Autonomie sur toutes les questions en lien avec les politiques de prévention et de santé sur le vieillissement. En particulier, ça sera abordé dans un atelier cet après-midi, nous travaillons actuellement sur le programme de prévention des chutes porté par le ministère depuis début 2022 et sur lequel on abordera la question cet après-midi. Alors j'ai dit le mot prévention, parce qu'effectivement, je crois que c'est un mot qui n'existe pas en français. Et depuis des années, on essaye de faire comprendre aux gens qu'avant d'être malade, on peut faire de la prévention. Alors, je blague, hein, mais c'est quand même la constatation. J'ai oublié de dire que moi-même, je suis professionnelle de santé, actuellement infirmière libérale, et la question du domicile, je la vois au quotidien. Alors, quand on arrive effectivement à un âge, alors l'âge de la retraite, hein, alors j'en sais rien, plus ou moins 2 ans, en tout cas à l'âge où on est en retraite, on peut effectivement déjà se poser la question, ce domicile dans lequel je vis depuis 20, 30, 40 ans, dans lequel mes enfants ont grandi, dans lequel mes petits-enfants viennent en vacances, il est super, il est très bien, mais est-ce que quand je vais avoir un petit peu plus de mal à me déplacer, quand je vais entendre un petit peu moins bien, quand je vais voir un peu moins bien, est-ce que ce domicile sera toujours idéal pour que j'y vive bien, pour que je risque pas de tomber dans le jardin, de tomber dans l'escalier qui va à la cave. Toutes ces petites questions qu'on veut pas se poser, bien sûr, c'est normal, on a envie d'être jeune et en pleine santé tout le temps, mais qui malheureusement, on sait, vont arriver. Alors,
moi, je suis plutôt d'une nature optimiste et je me dis que la génération, qui est peut-être celle qui est dans la salle aujourd'hui, qui est en train ou qui a vécu le vieillissement de ses parents, avec toutes ces questions, avec tous ces casse-têtes, avec qu'est-ce que je fais, parce que c'est toujours dans l'urgence qu'il faut réagir, peut-être qu'ils vont peut-être mieux anticiper leur propre vieillissement parce que justement, ils n'ont peut-être pas envie que leurs enfants aient les mêmes galères qu'ils ont eues. Bon, c'est une parenthèse, mais peut-être. Alors, quand on est effectivement chez soi et que tout va bien, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour se dire est-ce que mon logement va effectivement m'accompagner encore de longues années? Aujourd'hui, et encore plus demain, mais j'y reviendrai, aujourd'hui déjà, il vous est possible de faire un diagnostic de votre logement. On fait des diagnostics de rénovation énergétique. Et ben c'est pareil, on peut faire un diagnostic sur mon logement est-il bienveillant, bien adapté à mon vieillissement. Pour ça, il y a des ergothérapeutes, il y a des collectivités qui ont mis en place des dispositifs. Bon, je suis à Brest, alors forcément, je vais un petit peu parler du Havre, mais par exemple, au CCAS du Havre, il y a un dispositif qui permet, qui s'appelle Sherpa, service d'évaluation des risques chez la personne âgée, qui vous propose la visite d'un ergothérapeute pour évaluer votre logement et vous dire, bon, bah là c'est bien, bon, là, attention, l'éclairage, peut-être qu'il pourrait l'améliorer. Bon, ces fameux tapis qu'on met dans le couloir, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on met un adhésif en dessous pour éviter qu'ils se soulèvent? Bon, cette fameuse baignoire, effectivement, enfin, entre nous, je suis contente parce qu'avec le plan d'eau, bientôt, il n'y aura plus de baignoire. Hein, donc, on aura tous des douches, on sera tranquille. Mais là aussi, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, effectivement, cette fameuse baignoire, c'est toujours par là que ça commence. Mais il n'y a pas que la baignoire qui pose des risques dans le logement. Donc, est-ce que voilà, l'ergothérapeute ou d'autres dispositifs, par exemple, beaucoup de bailleurs sociaux travaillent aussi avec Merci Julie, qui est un organisme d'ergothérapeutes. Et je crois qu'il y a dans la salle les ergothérapeutes. Là aussi, on va vous proposer de faire ce diagnostic. Après, bon, c'est comme, voilà, c'est comme le contrôle technique, hein, vous avez le droit ou pas de faire les travaux, mais c'est mieux de les faire. Donc, on vous proposera effectivement après vers qui vous orienter pour réaliser ces travaux. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans du bâtiment au sein de la CAPEB, par exemple, qui ont une formation supplémentaire, par exemple, qui s'appelle Silver Habitat, et qui leur permet d'être plus attentifs à une population qui va exiger d'abord que les travaux soient faits vite. Ça, c'est compliqué aujourd'hui, mais que ça ne mette pas trois mois pour changer la douche, qui va être attentif justement à vos demandes, à adapter effectivement aux besoins de la personne, et puis qui va aussi être attentif aux ressources de la personne. Parce que là aussi, faire des travaux, c'est bien, mais ça a un certain coût. Alors, dans le cadre des programmes nationaux d'adaptation de la société au vieillissement, la question du logement est beaucoup revenue. Il y a eu de nombreux rapports qui ont été faits ces dernières années. Et une des choses qui a été retenue et qui va se mettre en place en 2024, c'est ce qu'on appelle ma prime adapte. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc ça va être un financement maximum de 5 000 € qui sera proposé donc pour accompagner votre adaptation du logement. Bon, cette prime sera quand même en fonction des ressources et donc ça s'adressera plutôt aux plus modestes d'entre vous. Mais en tout cas, déjà, ce dispositif a le mérite d'exister, de se mettre en place. Donc, il y a effectivement ça. Mais aujourd'hui, déjà, en Normandie, on a la chance d'avoir différents lieux témoins, des lieux maisons témoins qui vous montrent comment c'est une maison, comment peut devenir une maison adaptée. Vous en avez un tout près d'ici, à Caen, le Silver Apart, vous en avez un à Bayeux, vous en avez un au Havre, vous en avez un à Port-Jérôme, enfin, voilà. Et puis vous avez aussi, pour les plus branchés d'entre vous, sur Internet, en fait, des dispositifs aussi qui vous permettent de voir une visite virtuelle de ce que sont ces espaces tests. Donc ça, aujourd'hui, ça existe. Alors évidemment, on a plutôt envie d'aller regarder là où on va passer ces prochaines vacances, comment on va adapter sa maison, mais sachez que c'est quelque chose assez simple à faire. Et effectivement, quand vous avez envie maintenant d'enclencher ce processus de travaux, il y aura des dispositifs pour vous accompagner. Ma prime adapte, ça sera peut-être effectivement les mairies, les CCAS ou les collectivités, les communautés de communes qui seront le porteur de ce projet. Bon, on est en France, hein, donc il faut toujours que les choses se mettent en place, c'est toujours un peu long, mais enfin, on espère qu'on va arriver effectivement avec ce dispositif à augmenter cette proportion de personnes qui vont adapter leur logement. Mais adapter son logement, c'est une chose. Il faut aussi se dire, voilà, mon logement aujourd'hui, nous sommes encore deux, les enfants, petits-enfants viennent. Est-ce que les 100 mètres carrés sont nécessaires? Même à deux, est-ce que le jardin à entretenir, c'est nécessaire? Est-ce que je ne peux pas aussi, tout en restant chez moi, trouver un chez moi dans une
une dimension plus simple à entretenir, plus simple à vivre au quotidien. Et c'est là effectivement qu'apparaît ce qu'on appelle le parcours résidentiel, entre deux logements où j'ai vécu depuis des années et un logement futur plus adapté à une dépendance possible. Et c'est là qu'effectivement aujourd'hui il y a de plus en plus un choix, là aussi proportionnel à nos ressources, mais entre la résidence autonomie, la résidence service senior, toutes ces colocations, cohabitations qui existent. Alors là, les gérontopoles sont justement un peu plutôt partenaires avec les porteurs de projets de ces modes un peu innovants d'habitat. Au sein du Gérontopole de Normandie, là, depuis à peu près 1 an maintenant, nous travaillons justement avec des porteurs de projets. Ça peut être des bailleurs sociaux, mais ça peut être aussi des particuliers. Ça peut être vous êtes 3-4 couples d'amis, puis vous dites, bah tiens, pourquoi on ne prendrait pas l'idée de vieillir ensemble et de construire ou de reprendre une maison et de l'adapter pour y vieillir ensemble. Donc tous ces projets aujourd'hui, ils sont on peut les accompagner au sein du Gérontopole. Ils intéressent les caisses de retraite parce qu'ils sont justement dans une option de prévention. Ils intéressent beaucoup la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, qui peut là aussi financer ces projets. Donc là, les Gérontopoles, à l'échelle des régions, sont aussi partenaires sur tous ces projets-là. Alors là aussi, il en existe beaucoup. Nous avons par exemple aussi tout ce qui est qu'on appelait autrefois les familles d'accueil, maisons d'accueil. En Normandie, on a un organisme qui s'appelle 7 familles, 7 CE2TE, qui a un peu redynamisé ce concept de la maison d'accueil, de la famille d'accueil, en proposant en fait alors là c'est plutôt des gens qui ont déjà une petite dépendance et qui ont besoin d'aide, d'avoir 6 ou 7 personnes, 8 maximum, qui vont avoir chacune, effectivement c'est important, leur intimité, leur pièce à vivre, qui est à peu près une 30aine de mètres carrés, avec l'espace de vie, l'espace de soins, d'hygiène, et puis qui va partager par contre l'endroit des repas, la cuisine, le lieu où regarder ensemble un film, jouer à des jeux, enfin bref, avec en particulier, c'est là l'intérêt, les personnes salariées qui seront là pour les aider, qui habiteront dans la même structure, le plus souvent à l'étage au-dessus. Donc ça, c'est des choses qui se développent en Normandie, mais ailleurs en France. On a parlé effectivement de tout ce qui est intergénérationnel. Alors vous avez aussi la possibilité, quand vous avez effectivement un logement assez grand, mais avec des chambres vides, d'accueillir chez vous un étudiant, un jeune travailleur. Ça, nous avons une association qui s'appelle Partageons à Havre, qui développe ça aussi en Normandie. Et c'est aussi, en dehors de partager le logement, c'est partager la vie, créer du lien. Là aussi, pour des jeunes, c'est aussi très intéressant de partager la vie avec une personne âgée qui va lui apprendre plein de choses en termes de culture, d'histoire, de la ville, par exemple, où il vient passer ses études qu'il ne connaît pas. Avoir un canet qui va vous raconter l'histoire ou vous faire visiter les beaux endroits de Caen, bah c'est une richesse pour le jeune qui va pouvoir en profiter. Et puis, je vous parlais des bailleurs sociaux. Là aussi, beaucoup de bailleurs sociaux ont compris que leurs locataires vieillissaient. Il y a un phénomène que vous n'avez pas parlé, mais que je crois que beaucoup de sociologues ont constaté, qu'il y a, au moment du passage à la retraite, un deuxième pic des divorces. Bon, c'est comme ça, hein. Enfin, quand on a vécu loin l'un de l'autre, mais quand on est ensemble, peut-être des fois c'est plus difficile. En tout cas, aujourd'hui, les bailleurs sociaux constatent qu'ils voient arriver des jeunes, enfin des nouveaux locataires, mais plutôt à l'âge de la retraite, parce que voilà, divorce, on se sépare, on vend la maison, on n'a pas forcément les moyens d'en racheter, et on va vers le logement social. Et donc les bailleurs essayent aujourd'hui, en dehors du logement, d'apporter des services supplémentaires, des services justement de lien social, de partage de travaux, d'entraide entre les locataires, de portage des courses, enfin tout ce qui peut faciliter la vie au quotidien pour permettre effectivement toujours cette fameuse volonté de rester chez soi. Mais vous voyez déjà que le chez soi a pris une nouvelle dimension, une nouvelle définition. Non, et en fait, moi, mon message en soi, c'est que je veux dire, il n'y a pas un modèle idéal du chez-soi. Je pense que chacun, on a nos souhaits, on a envie peut-être de rester chez soi, là où effectivement on a élevé nos enfants, et peut-être aussi d'accepter les risques, parce que voilà, de toute façon, la vie est un risque, et quand on avance dans la vie, il y a forcément des risques. Mais effectivement, ce qu'il faut, c'est avoir en tête le plus jeune possible cette notion que mon environnement, parce que je voulais aussi parler, le logement c'est bien, mais il faut aussi parler de l'environnement.
Nous sommes en Normandie, on sait très bien d'habiter à Cabourg ou au centre de Caen, mais il y a aussi des gens qui sont au milieu de la ruralité et que même le chez-soi hyper adapté, si le premier commerce il est à 10 km, que le pharmacien il est à 25 et que voilà, et ben ça va pas être l'endroit idéal. Donc ça aussi c'est une notion qu'il faut avoir en dehors de son logement, l'environnement dans lequel on vit. Et là c'est important effectivement de se tourner vers les communes. Il y a un réseau qui s'appelle le réseau Ville Amie des Aînés. 25 communes aujourd'hui en Normandie en font partie. Ça veut dire qu'au sein de la commune, on comprend, et je pense qu'à Cabourg, c'est déjà ce qui se fait, on comprend que apporter l'animation, apporter des lieux pour bien vieillir, c'est important, mais ça se décline à tous les niveaux. Ça se décline dans la voirie, dans les modes de transport, dans les lieux de culture. Nous en sommes dans un aujourd'hui très, très accueillant. Donc c'est vraiment une politique qui doit être transversale pour les élus et pour chacun d'entre nous. C'est vraiment se dire voilà quel est l'endroit où je me sens le mieux. Ça peut être évidemment même des fois changer de région parce que les enfants sont loin et qu'on veut se rapprocher des enfants. Mais l'idée c'est vraiment anticiper. Je reviens sur ce mot prévention. Voilà, il faut y penser avant d'être tombé, avant d'être à l'hôpital et avant qu'à l'hôpital on se dise bon maintenant vous allez où, vous rentrez où, et ben ça va être compliqué. Voilà. Merci.